Le coin lecture. Présenté par Emmanuel Dufour. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce 27e numéro du Coin Lecture, l'émission de Radio Libres en Périgord dédiée à la lecture de textes d'autrices et d'auteurs locaux et contemporains. Aujourd'hui, nous allons découvrir un texte de Muriel Romana. Née à Montpellier, Muriel Romana vit désormais en Périgord. Depuis 2003, elle a publié plusieurs essais et romans historiques chez Calman Lévy, Albin Michel et aux éditions Annabé. Les textes que je vais vous lire aujourd'hui sont extraits de L'Esclave de Constantinople, tome 3 de sa série L'Escadron volant, sorti en 2025. Gabriel. Constantinople, 1561. La corde autour de son cou lui irritait la peau. Gabriel de Montgomery déglutit péniblement, la gorge nouée par la soif. Mais ce n'était rien, comparé à l'humiliation qui lui retournait l'estomac. Il était attaché, comme un animal, au milieu d'une file de misérables. Une dizaine d'hommes enchaînés en un sinistre cortège. Certains étaient maigres à l'excès, les côtes saillantes, d'autres étaient plus robustes, mais tous affichaient des visages creusés par la fatigue, la saleté et la peur. Leur groupe disparate reflétait un mélange d'origines. Des hommes à la peau noire, des prisonniers aux cheveux roux ou blonds décolorés par le soleil, et même un vieillard asiatique aux traits tirés qui peinait à suivre le rythme. À leur descente du navire corsaire, Montgomery s'était senti soulagé d'accoster après avoir ramé sous les coups de fouet du garde-chiourme durant toute la traversée. Mais ce répit fut de courte durée. Tanguant encore sur ses jambes, il s'était retrouvé tiré en laisse par un immense Nubien aux ordres d'un individu en turban qui s'appuyait sur un bâton orné de motifs gravés. Ils furent entraînés à travers une foule de curieux en longues tuniques qui parlaient une langue inconnue. Les passants s'arrêtaient pour observer la procession des captifs. Certains les pointaient du doigt et murmuraient dans leur direction. Montgomery remarqua qu'il attirait particulièrement l'attention. Grand, aux yeux bleus, il détonnait parmi les autres esclaves. Le comte tenta d'ignorer les regards posés sur lui. Sa chemise, déchirée et humide de sueur, collait à son dos. Son odeur acide et crasseuse l'indisposait. Il ne pouvait supporter l'idée de ce qu'il était devenu. Malgré la fatigue et la chaleur, Montgomery mémorisait chaque détail, les fontaines, les ruelles tortueuses, les grands portails de bois sculptés. Tout pourrait lui servir pour revenir au port dès qu'il se serait évadé, car désormais, c'était sa seule obsession. L'occasion viendrait, il en était certain. Il suffirait d'un instant où l'attention de ses geôliers se relâcherait. Ils débouchèrent sur un vaste marché, une place rectangulaire ceinte de galeries couvertes où s'entassaient des étals regorgeant de fruits éclatants, de dattes brillantes, de galettes au safran fraîchement cuites et d'épices colorées qui aiguisèrent follement son appétit. Dans un coin, des musiciens jouaient des airs entraînants au tambourin, leur rythme ponctué par des éclats de rire et le cliquetis de pièces jetées au sol. Finalement, ils gagnèrent une estrade. La plateforme de bois semblait trôner au centre du marché comme une scène de théâtre grotesque. Une clameur s'éleva de la foule alors qu'ils montaient les uns après les autres sur l'estrade. Quand ce fut son tour, Montgomery sentit ses muscles se crisper d'instinct. La corde tira brusquement, l'obligeant à avancer. La sueur perlait sur son front. Ses jambes endolories par la marche pesaient le poids d'enclume. La soif rongeait sa gorge bien plus que la faim. Un silence s'abattit, comme si l'assistance retenait son souffle. Fier, Montgomery releva la tête, croisant les regards avides des acheteurs rassemblés. Il mit à profit sa position en surplomb pour examiner les alentours. Il s'aperçut qu'il n'y avait que des hommes, que ce soit des captifs ou des mahométans. Soit les femmes étaient vendues un autre jour, soit en un autre lieu. Et elles ne devaient pas être autorisées à participer à ce marché. La ville semblait vaste. Il remarqua des minarets qui pourraient lui servir de repère pour sa future évasion. Des curieux montèrent sur l'estrade pour mieux examiner les prisonniers. Il se prépara dans un mélange de honte et de rage froide à endurer le spectacle qui allait suivre. Un vieillard vêtu d'une robe d'un blanc impeccable s'arrêta devant lui.
Son allure digne lui donnait un air d'autorité. Il l'attrapa brusquement par les poignets et retourna ses mains pour en examiner les paumes. Ses doigts osseux glissèrent sur la peau, cherchant des traces de labeur. Il secoua la tête, manifestement déçu. Un second acheteur, plus jeune, s'approcha et agrippa la barbe hirsute de Montgomery, tirant sèchement dessus pour le forcer à ouvrir la bouche. Sous l'affront et la colère, sa respiration s'accéléra. Mais il resta immobile. Que pouvait-il faire, seul, entouré de dizaines de sarrasins armés jusqu'au turban? L'homme inspecta ses dents avec l'assurance d'un maquignon, hochant la tête d'un air satisfait, puis ses mains grossières palpèrent ses biceps. Montgomery réprima un frisson de dégoût. Enfin, le marchand écarta les badauds de sa canne sculptée et entama une harangue dans sa langue. Il leva le bras de Montgomery. Ses mots râpaient l'air avec véhémence. Nul besoin d'en comprendre le sens pour deviner qu'il vantait les qualités de sa marchandise. À chaque phrase, il désignait Montgomery, tapant sur son épaule ou soulignant sa stature imposante. Les enchères démarrèrent. Les acheteurs s'interpellaient, leurs voix s'entrechoquant dans un chaos bruyant. Certains échangeaient des invectives, d'autres faisaient sonner leurs bourses ostensiblement pour impressionner leurs rivaux. Montgomery détourna les yeux, refusant de s'abaisser à regarder ceux qui l'évaluaient. Il ne voulait pas espérer qu'un acheteur en particulier l'obtienne. Cela n'avait pas de sens. Pourtant, il ne pouvait empêcher un sentiment étrange de le traverser. Lorsqu'il vit deux hommes, richement vêtus, se disputer âprement pour l'acquérir, il éprouva malgré lui une once de fierté. Il secoua rapidement la tête pour chasser cette pensée, honteux. Les regards des acheteurs brillaient d'un intérêt calculateur. Ils étaient là pour jauger, marchander, posséder. Il inspira profondément, cherchant à maîtriser le tumulte qui grondait en lui. Cette scène n'était pas la fin, c'était un obstacle, juste un obstacle à surmonter vers sa liberté retrouvée. Le comte se redressa autant que ses chaînes le permettaient, tête haute défiant la foule. S'il devait le juger, alors qu'il voit un homme, pas une bête brisée. Catherine de Médicis. Un hurlement d'horreur déchira la nuit. Catherine de Médicis se dressa dans son lit, les poils hérissés d'effroi. D'où venait ce cri épouvantable? D'instinct, son ventre se retourna. Le souffle saccadé, elle écarta d'un geste sec le rideau de son lit au moment où sa servante apparut, une bougie vacillante à la main, le visage blême. « Madame, c'est le roi !» Le chandelier faillit glisser des mains de la domestique lorsque Catherine le lui arracha. Prenant juste le temps d'enfiler la robe de chambre bâillée par sa servante, la reine-mère s'élança, insensible au froid des dalles sous ses pieds nus. Il n'y avait qu'un couloir à traverser, mais il lui parut aussi long qu'une course de marathon à Olympie. Le garde en faction devant la porte royale s'écarta précipitamment à son arrivée et ouvrit les battants. « Où est sa nourrice? Elle l'a laissée seule ?» s'exclama Catherine en pénétrant dans la pièce. « Elle a eu une indisposition, madame », répondit le garde évitant son regard. Furieuse, Catherine posa la chandelle sur le coffre au pied du lit et écarta doucement les rideaux du baldaquin. La lueur vacillante révéla le visage crispé de son fils. Charles, enchevêtré dans les draps, se débattait comme s'il se noyait. « Sire !» murmura-t-elle, une main sur son épaule. « Réveillez-vous !» Il ne réagit pas. Elle le secoua doucement, puis plus fort. « Votre Majesté, réveillez-vous, au nom du ciel !» Les paupières du roi s'ouvrirent brusquement. « Non, non !» cria-t-il, son regard affolé fuyant un danger invisible. Catherine le gifla, une claque sèche, calculée pour le ramener à lui. « Charles, c'est moi, ta mère, regarde-moi !» Le jeune roi cligna des yeux et hoqueta. « Maman !» Tremblant de tout son corps, il se recroquevilla comme l'enfant de 11 ans qu'il était. La reine-mère s'assit près de lui et l'enveloppa dans ses bras. Elle passa une main dans ses cheveux, cherchant à effacer son angoisse. « Chut, je suis là, c'est fini !» murmura-t-elle, sa voix douce contrastant avec son visage tendu. « Tout va bien maintenant. » Il tremblait, ses poings serrés contre la poitrine de sa mère. Catherine ferma les yeux, écoutant sa respiration s'apaiser lentement à son contact. « Est-ce encore ce cauchemar avec Montgomery ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête, la gorge nouée. « Oui, cette fois, il était juché sur un énorme taureau. Ses yeux lançaient des flammes rouges, et il me transperçait l'œil, comme il l'a fait à papa. » Au souvenir de cette vision, Catherine étreignit plus fort son fils.
Comme lui, elle ne pouvait oublier ce jour fatal, luttant contre une vague de rage qui montait. Montgomery. Même absent, ce misérable continuait de hanter sa famille, de ravager son fils. « Jamais, souffla-t-elle, je ne laisserai personne te faire du mal, mon tout petit. Surtout pas Montgomery. » Charles leva un regard chargé d'inquiétude, les yeux brillants de larmes. « Mais nul ne sait où il se trouve, mère. Et s'il revenait pour tous nous tuer, mes frères et moi ?» Elle se dégagea et lui prit la tête entre les mains. « Regarde-moi bien, Charles. Moi vivante, il ne touchera pas à un seul de vos cheveux. Mes troupes vont le retrouver et le ramener. Tu assisteras à son exécution et tu n'auras plus rien à craindre de lui. Jamais. Je t'en fais le serment. » Rassuré, l'enfant s'abandonna enfin contre sa mère qui se mit à le bercer en fredonnant. Elle attendit de longues minutes que le petit corps s'alourdît de sommeil. Avec une infinie précaution, elle le recoucha et ajusta les draps autour de lui. Elle caressa doucement son front avant de se lever. En sortant, elle récupéra la bougie sur le coffre et se tourna vers la servante. « Restez ici, qu'il ne soit jamais seul. » Sur le seuil, la nourrice apparut, hésitante. « Que faites-vous là ?» tonna la souveraine. « Je regagne mon poste, madame. »« Vous avez abandonné le roi, mon fils !» La nourrice ouvrit la bouche pour se défendre, mais Catherine ne lui en laissa pas le loisir. « Silence ! Garde ! Emmenez-la, qu'on lui donne la bastonnade et qu'elle disparaisse. Je ne veux plus la voir au Louvre. » D'un pas rageur, elle regagna sa chambre. Elle claqua la porte derrière elle et se précipita vers la bassine où elle put enfin vomir toute l'angoisse qu'elle avait dissimulée à son fils comme à ses gens. Gabriel. « Chien puant, baisse les yeux !» Les coups se mirent à pleuvoir sur le dos de Montgomery. Il tomba au sol, serra les dents tandis que le garde l'agonissait d'insultes qu'il devinait sans les comprendre. Il se sentait prêt à le tuer à main nue, avec plus de force qu'un centaure. Mais il attendait son heure, gardant sa détermination tapie au fond de lui. Seul l'espoir de s'échapper lui permettait de supporter son calvaire. Il se revit parcourir le marché aux esclaves, une fois l'enchère conclue, avec une dizaine de ses compagnons d'infortune, traînés pieds nus à travers les ruelles jusqu'à atteindre un magnifique édifice. Ils avaient traversé une cour de marbre blanc entourée de galeries aux motifs sculptés qui lui avaient rappelé le palais du vizir à Venise. Une porte, gardée par 2 géants armés de sabres aussi grands qu'eux, s'était ouverte sur les captifs. Derrière, une autre cour pavée, et une porte de bois clouté, les écuries, ou du moins un bâtiment qui en avait l'allure et la puanteur, à l'exception notable qu'il n'abritait aucun cheval, mais des hommes dépenaillés. Les nouveaux venus s'étaient entassés dans l'espace exigu où ils s'étaient disputés de l'eau tiède et du pain noir. Épuisé par la tension, autant que par la chaleur et les efforts imposés depuis le débarquement, Montgomery avait imité les autres avant de trouver un coin pour s'asseoir par terre. Des cris retentirent et des claquements de fouet. Il s'était endormi sans s'en apercevoir. Combien de temps? Impossible de le savoir. Un garde aboyait des ordres qu'un interprète traduisait en italien, en espagnol et en français. On leur jeta des morceaux de toile avec la tâche de les transformer en vêtements. Bien que rêche, le tissu était propre et presque neuf. Montgomery ôta ce qu'il restait de sa chemise déchirée et raidie par la crasse. Il parvint à se confectionner une sorte de tunique. Puis, on leur ordonna de transporter des sacs de pierre à l'étage. Juste devant lui, Montgomery remarqua un esclave particulièrement amaigri soulever son fardeau avec peine. Le malheureux tenta de le caler sur son épaule à l'aide de sa main atrophiée, mais le sac glissa à terre. Aussitôt, un garde l'injuria en le rouant de coups. Montgomery s'interposa. « Ne voyez-vous pas que cet homme est à bout de force ?» s'exclama-t-il au gardien éberlué devant tant d'audace. Avant que le Turc eût pu s'en prendre à lui, Montgomery s'empara du sac du captif et le porta en montant les marches 4 à 4. Il redescendit alors que le malheureux se relevait péniblement adossé au mur. « Ramène-le !» lui ordonna le garde d'un geste. Soutenant le souffreteux, Montgomery voulut l'emmener vers l'écurie où logeaient les esclaves, mais l'autre lui indiqua un escalier étroit. « En haut !» dit-il en espagnol. Le comte l'aida à grimper jusqu'au sommet où se trouvait un abri de fortune bâti sur le toit à l'aide de chaumes et de branchages.
D'un coup d'œil, Gabriel avança vers le bord et recula face au vide. Toute fuite était impossible par là. L'homme s'écroula sur sa couche. « Merci. Je me nomme Miguel de Cervantes. Je suis de Castille. Et toi ?»« Gabriel de Ducé. Je suis français, » acheva-t-il. Il s'était retenu à temps de dire son nom. S'il devait être rançonné, mieux valait qu'on ignorât sa véritable identité. Qui savait à combien s'élèverait la récompense pour le régicide du roi de France? Il ne pouvait faire confiance à personne. Probablement, certains esclaves monnayaient des informations sur les prisonniers contre une meilleure ration. Ducet n'était pas un nom totalement inventé. C'était celui de ces terres de Normandie. Couvert de sueur et de poussière, Cervantes faisait peine à voir. Ses moustaches pendaient, aussi maigrichonnes que ses bras et ses jambes, sur ses joues creuses aux pommettes saillantes. « Cela fait combien de temps que tu es là ?» interrogea le comte. « 5 longues années. » Montgomery écarquilla les yeux. « 5 ans ?» Oui, après une bataille que j'avais pourtant gagnée contre ces maudits Turcs, une terrible malchance. Et toi, quand as-tu été pris ? Je l'ignore. Peut-être 1 mois. C'est encore frais. Donne-moi des nouvelles de la chrétienté. On ne sait rien ici. L'événement auquel pensa immédiatement Montgomery était la mort du roi de France, mais il préféra le taire, évidemment. Voilà presque 2 ans, ton roi d'Espagne a épousé l'une de nos princesses. Vraiment ? Alors, la reine Marie Tudor, sa femme, est morte ? Qui est montée sur le trône d'Angleterre ? Élisabeth. L'autre fille de Henri VIII ? L'hérétique ? Oui. Cervantes se signa. Où va le monde ? Quand je pense qu'elle a échappé un nombre incalculable de fois à la mort et au complot, le destin prend de sacrés détours parfois. Montgomery se garda bien d'avouer qu'il était lui-même devenu huguenot. « À toi de m'éclairer sur ce qui m'attend ici, » dit-il pour changer de sujet. « Pour commencer, si tu veux survivre, il faut que tu apprennes à faire profil bas devant les Turcs. Sinon, ils ne feront de toi qu'une bouchée. Tu m'as aidé, mais, à présent, ils t'ont repéré comme une forte tête. Tu es encore frais et dispo, mais d'ici quelques semaines, tu ne vaudras pas mieux que moi, perclus de fatigue, incapable de penser, et à attendre la mort avec le même soulagement que le sommeil à la fin de la journée. Comment fais-tu pour tenir ? C'est parce que je vais bientôt être libéré, sourit l'Espagnol de toutes ses dents. En quel honneur ? Celui de 400 piastres d'or, c'est tout ce qui les intéresse, ces crapules, fit Cervantes en crachant. Si tu vaux quelque chose pour les tiens, ils paieront. J'étais un valeureux guerrier, et on m'a négocié très cher. C'est la seule raison qui explique que ma captivité dure depuis si longtemps. Montgomery se félicita de ne pas avoir dévoilé son identité. Alors, il ne faut pas avoir une valeur trop importante non plus. Sans doute, mais si tu ne vaux rien, convertis-toi à l'islam et tu auras peut-être une chance d'avoir une vie moins pénible. Je ne vais pas attendre le versement d'une hypothétique rançon. Je vais partir d'ici, dit-il sûr de son fait. Cervantes ricana. C'est ce que je croyais aussi. J'ai tenté, 4 fois, de m'évader. Et tu vois, je suis toujours ici. Justement, raconte-moi pourquoi tu n'as pas réussi. Louise. Pour se réchauffer, Louise arpentait le pont du navire à quai, son manteau battant contre ses jambes à chaque pas. Ses gants de cuir d'agneau trop fins ne la protégeaient ni du froid mordant ni de l'humidité. Elle frottait ses mains l'une contre l'autre, tentant en vain d'y raviver un peu de chaleur. Le vent marin la harcelait, enroulant autour d'elle des volutes d'embrun glacé. Claudine, Isabeau et Madeleine s'étaient réfugiées depuis longtemps dans la cabine exiguë du navire à l'abri des courants d'air. À chaque instant, elle levait les yeux vers le capitaine qui aboyait ses directives près de la passerelle. Les matelots, la peau tannée par le sel et le froid, hissaient à bord des tonneaux à l'aide de poulies. Un mousse courait en portant un panier de provisions. L'odeur de goudron et de bois mouillé se mêlait à celle plus prégnante de l'eau stagnante du port. Le navire était prêt à appareiller, mais l'ordre tardait. Louise avait réussi à convaincre le capitaine de patienter encore.
Avant leur départ pour l'Angleterre, elle avait envoyé une dépêche pour s'assurer que Montgomery était bien arrivé de l'autre côté de la Manche. Une intuition la taraudait. Ses pensées virevoltaient en un tourbillon infernal, toujours ramenées à la même question. Où était-il ? Obtenir justice. Justice pour le roi, mais aussi pour elle. Elle ne pouvait oublier le crime qu'il avait commis et ses conséquences qui avaient failli lui coûter la vie. Elle ne devait son salut qu'à l'escadron volant qui l'avait sauvée à Venise. Parfois, elle se demandait si elle pourrait de nouveau enfanter. Absurde. Elle ne voulait ni enfant ni mari, synonyme d'un asservissement qu'elle rejetait de tout son être. « Madame, » murmura Brantôme en se penchant vers elle, « vous devriez descendre avec ces dames. Vous allez attraper la mort. » Louise secoua la tête sans le regarder. « Pas avant que nous ayons des nouvelles de Douvres. » Brantôme soupira et passa une main dans ses cheveux ébouriffés. Il se détourna et observa les matelots qui s'activaient, tirant sur les cordages, ajustant les voiles. Il semblait à Louise que son cœur battait au rythme sourd des vagues qui venaient heurter la coque. Elle gardait les yeux rivés sur le quai, guettant une silhouette, un signe. Le capitaine s'approcha d'eux, sa haute silhouette imposant le respect. « Madame, je ne peux patienter davantage, » déclara-t-il d'un ton ferme. « La marée ne va pas attendre votre messager. »« Vous partiriez sans nous ?» fit-elle avec hauteur. Le capitaine posa une main sur son ceinturon. « J'ai des marchandises à livrer en Angleterre, et si je tarde, ce n'est pas seulement la marée qui me fera défaut, mais mes affaires. » Louise ouvrit la bouche pour répondre, mais Brantôme intervint. « Donnez-nous encore 1 heure, capitaine. Les nouvelles peuvent arriver d'un moment à l'autre. »« 1 heure de plus, et je risque de m'échouer dans la vase, » rétorqua-t-il. « Je vais ordonner le largage des amarres. » Louise pinça les lèvres, son regard balayant les quais. Elle savait que le capitaine avait raison, mais elle refusait de céder à l'évidence. « Il faut se décider, » abonda Brantôme. À contre-cœur, elle hocha la tête, s'enveloppant dans son étole. Soudain, un pas précipité martela la passerelle. « Mademoiselle de la Béraudière ?» demanda l'homme haletant. « C'est moi !» confirma Louise. Il lui tendit une lettre qu'elle ouvrit d'un geste rapide. Le papier était humide, les mots légèrement estompés, mais lisibles. « Eh bien ?» demanda Brantôme, qui luttait contre l'envie de lire par-dessus son épaule. Louise parcourut les lignes, les doigts crispés sur le parchemin. « Son navire, l'Intrépide, n'a jamais accosté, » murmura-t-elle enfin. Brantôme jura à voix basse. « Est-ce possible ? Peut-être a-t-il changé de route vers les Pays-Bas ?» Louise hocha lentement la tête, mais une ombre passa dans ses yeux. « Ou bien a-t-il sombré ?» dit-elle d'une voix à peine audible. Le capitaine tout sauta. « Madame, quel est votre parti ?» Elle hocha la tête, le regard toujours fixé sur la lettre. « Nous restons à Calais, Brantôme. Allez chercher ces dames, » dit-elle enfin. Le capitaine, soulagé, s'écarta pour donner des instructions tandis que le Gascon descendait dans les cabines. Prête à quitter le vaisseau, Louise leva les yeux vers l'horizon où les flots grondaient, agités par une brise capricieuse. La mer, sombre, semblait murmurer des secrets qu'elle se refusait à révéler. Montgomery était là, quelque part, vivant ou mort. Et elle devait le retrouver, coûte que coûte. Vous venez d'entendre 4 extraits de L'Esclave de Constantinople de Muriel Romana. Vous pouvez vous procurer ce roman historique dans toutes les librairies et sur Internet. Les 2 premiers tomes de la série sont intitulés L'Escadron volant et Les courtisanes de Venise. Les autres ouvrages de Muriel Romana sont La Sultane andalouse, La libération de la femme, une parenthèse dans l'histoire, Marco Polo, la caravane de Venise, Marco Polo au-delà de la Grande Muraille et Marco Polo, le tigre des mers. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez me recommander des autrices et auteurs locaux et contemporains en contactant RLP par mail à l'adresse radiolibresenpérigord@gmail.com ou en laissant un message au 05 53 46 80 24 en précisant le nom de l'émission, Le Coin Lecture. Merci de votre écoute et à la prochaine fois.